Tu utilises ce mot, peut-être hier, peut-être ce matin. Il est complètement berserk. Tu ne sais pas que tu prononces le nom d'un guerrier mort depuis 1000 ans. En l'an 872, sur les eaux froides du fjord de Hafrsfjord, une flotte s'apprête à changer l'histoire de la Scandinavie. Mais ce n'est pas la bataille qui nous intéresse, c'est ce que le roi Harald place en tête de ces lignes. Un groupe d'hommes à part, pas en armure, en peau d'ours et de loup, qui tremblent déjà avant que la bataille commence. Les chroniqueurs de l'époque écrivent qu'on ne peut les tuer, ni par le fer, ni par le feu, qu'ils ont la force d'un ours et qu'ils ne distinguent plus leurs alliés de leurs ennemis. Pendant 1000 ans, on a pensé que c'était du mythe, de la propagande de guerre, des histoires pour effrayer les enfants. Puis en 1977, des archéologues ont ouvert un tombeau au Danemark. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a tout remis en question. Et en 2019, un ethnobotaniste slovène a publié une étude dans le Journal of Ethnopharmacology qui a provoqué un débat dans le monde entier. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui étaient vraiment les berserkers. Ce que les sagas décrivent, ce que la science explique, et ce que personne ne t'a jamais dit sur ces hommes. Mais pour comprendre tout ça, il faut remonter au début. Pas à la bataille, au mot lui-même. Le mot berserker en vieux norrois se divise en deux parties. Sörker signifie chemise, c'est la partie simple. C'est ber qui pose problème depuis des siècles. Ber peut signifier ours en vieux norrois, ce qui donne celui qui porte une chemise d'ours, un guerrier en peau d'ours. C'est la théorie dominante chez les linguistes aujourd'hui. Mais ber peut aussi signifier nu ou à découvert en vieux norrois, ce qui donne celui qui combat sans protection. Et les deux théories ont des preuves solides. Les sagas décrivent des berserkers portant des peaux de loup ou d'ours au combat, sans cotte de mailles, sans armure. Les deux sens du mot coexistent dans les textes anciens. Il existe d'ailleurs une distinction que peu de gens connaissent. Les berserkir, les porteurs de peau d'ours, et les ulfennar, les porteurs de peau de loup. Deux variantes du même phénomène. Le poème skaldique Haraldskvæði, composé vers l'an 900 par le poète Thorbjörn Andklofi, en l'honneur du roi Harald à la belle chevelure, est la première référence écrite qui nous soit parvenue. Ce poème dit « Je vais parler des berserkers, ces goûteurs de sang, ces héros intrépides. Comment sont-ils traités? Ils s'appellent les loups-peaux. En bataille, ils portent des boucliers sanglants. Ils forment un groupe fermé. Le prince sage fait confiance à ces hommes qui tranchent à travers les boucliers ennemis. C'est de la poésie, mais c'est aussi un document militaire. L'historien et poète islandais Snorri Sturluson, né en 1179, mort en 1241, est notre source la plus citée. Il écrit 2 siècles après les faits, mais il compile des sources plus anciennes. Dans son Ynglinga saga, il décrit les berserkers comme les guerriers personnels d'Odin, le dieu de la guerre et de la sagesse. Pas comme des soldats ordinaires, comme une institution sacrée. Les berserkers servaient de garde du corps aux rois et aux chefs scandinaves. Leur présence était à la fois un atout militaire redoutable et un symbole de statut et de puissance. Les sagas de l'époque des rois décrivent régulièrement la garde personnelle d'un roi comme composée de 12 berserkers. 12, pas 100, pas une armée, une unité d'élite restreinte. Ils étaient souvent des combattants d'une nationalité différente de celle de leur seigneur. Un Norvégien en Suède, un Danois en Norvège. Des étrangers, sans attache locale, sans famille à protéger. Cette absence d'attache était probablement fonctionnelle. Un homme qui n'a rien à perdre localement se bat différemment. Il ne calcule pas, il ne retient pas ses coups. Les représentations archéologiques remontent bien avant l'ère viking. Sur les cornes d'or de Galéus, datées d'environ 400 après Jésus-Christ, on trouve des figures semi-nues brandissant des armes. Les plaques de Torslunda, des matrices de casques suédoises datées du 6e au 8e siècle, montrent un guerrier à tête de loup aux côtés d'un personnage borgne, interprété comme Odin lui-même. Le chaudron de Gundestrup, trouvé dans le nord du Jutland danois en 1891 et daté de 200 avant Jésus-Christ à 300 après Jésus-Christ, présente une figure avec des bois de cerf, un guerrier animal plus ancien encore. Le phénomène berserker n'est donc pas une invention viking. Il s'inscrit dans une tradition de guerriers animaux
qui traverse toute la préhistoire indo-européenne du Nord. Mais ce qui distingue les berserkers vikings, c'est la précision des descriptions. Ce n'est plus symbolique, c'est clinique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Revenons à Snorri Sturluson et à son Ynglinga Saga de 1220. Il ne mythifie pas, il documente. Il liste des comportements spécifiques avec une précision qui ressemble à un rapport médical. Les hommes d'Odin se ruaient en avant sans armure, enragés comme des chiens ou des loups, mordaient leurs boucliers et étaient forts comme des ours ou des bœufs sauvages. Ils tuaient les gens d'un seul coup. Ni le feu ni le fer ne les touchaient. C'est ce qu'on appelait le Berserker Gang. Le Berserker Gang, la marche du berserk. Un nom pour un état précis. La séquence des symptômes est décrite de façon cohérente à travers plusieurs sagas indépendantes. Ce n'est pas un auteur qui invente, c'est une observation répétée sur des générations. Premier stade, frisson soudain, claquement de dents. Tremblement qui commence dans les mains et remonte vers le torse. Le corps entre en crise avant même le combat. Deuxième stade, le visage change, il enfle, il rougit, prend une teinte sombre, presque violacée. Les veines du cou deviennent visibles, la sueur apparaît sur le front et les tempes. Troisième stade, la rage. Pas une colère ordinaire, une dissociation totale. Le berserker commence à attaquer ce qui l'entoure, des arbres, des rochers, ses propres camarades. Les sagas précisent qu'une fois dans cet état, il ne pouvait plus distinguer amis ou ennemis. Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une observation tactique concrète avec des conséquences réelles. Le Svardela Saga raconte comment un défi en combat singulier fut repoussé par un berserker jusqu'à 3 jours après Yule, parce qu'il respectait les observances religieuses, même dans sa folie. Ce détail est capital. Un homme qui planifie un combat selon le calendrier religieux n'est pas simplement fou. Il maintient une structure rituelle autour d'un état qu'il contrôle partiellement. Dans l'Egils Saga Skallagrimssonar, un personnage nommé Kveldulf, loup du soir, est décrit comme se transformant en loup la nuit. Sa famille entière a des traits berserkers sur plusieurs générations. Les sagas suggèrent une dimension héréditaire. Certaines familles produisaient des berserkers de père en fils, ce qui implique soit une prédisposition génétique, soit une transmission culturelle et rituelle. Quatrième stade, celui que les sagas décrivent le moins souvent, mais le plus précisément, l'après. Quand la rage se dissipe, le berserker s'effondre. Pendant plusieurs jours, il est incapable de fonctionner. Épuisement profond, insensibilité émotionnelle totale. Certaines sagas décrivent des guerriers alités pendant 2 ou 3 jours après une bataille. Ce cycle, montée en puissance, pic de rage, effondrement prolongé, est décrit avec trop de cohérence pour être une pure invention littéraire. Quelque chose de réel se passait dans ces corps. La question qui a divisé les historiens pendant 200 ans est simple. Quoi ? Théorie numéro 1. L'hystérie auto-induite. Des rituels de groupe, des chants, des danses guerrières pouvaient déclencher des états dissociatifs réels. Des études modernes sur les danses de transe le confirment. Théorie numéro 2. L'épilepsie. Certains historiens ont proposé que les berserkers souffraient de crises épileptiques, mal comprises par leur entourage et réinterprétées comme une puissance divine. Théorie numéro 3. Le trouble de stress post-traumatique. Un historien non médiéviste a suggéré que les berserkers des sagas représentaient des combattants souffrant de PTSD, leur comportement réinterprété positivement. Théorie numéro 4. Les substances psychoactives. C'est la plus populaire, et c'est celle qui a le plus évolué grâce à l'archéologie. En 1784, un prêtre suédois nommé Samuel Ödman fut le premier à proposer une explication chimique. Il suggéra que les berserkers consommaient l'amanite tumouche avant la bataille. L'amanite tumouche, Amanita muscaria, le champignon rouge à point blanc, hallucinogène, largement répandu en Scandinavie. Sa théorie sembla logique et fut acceptée pendant plus de 2 siècles. Le problème est que cette théorie est pharmacologiquement incorrecte, et les chercheurs ont mis 200 ans à s'en apercevoir vraiment.
Les composés actifs de l'amanite tue-mouche, le mucimol et l'acide iboténique, sont principalement sédatifs. Leur effet dominant est la somnolence et une apathie rêveuse proche de la narcose. Ces composés peuvent provoquer des tremblements et des distorsions visuelles, oui, mais ils ne provoquent pas de rage, pas d'agression incontrôlable, pas d'insensibilité à la douleur, pas l'incapacité à reconnaître les visages. Et surtout, aucune amanite tue-mouche n'a jamais été trouvée dans une tombe ou un contexte rituel de l'âge viking. La théorie des champignons repose sur des spéculations textuelles d'un homme du XVIIIe siècle. Alors, si ce n'est pas l'amanite, qu'est-ce que c'est ? La réponse vient d'un tombeau danois et d'une femme morte vers l'an 980. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre ce que cette femme faisait là et pourquoi sa tombe contenait exactement ce dont les berserkers avaient besoin. En 1977, des archéologues fouillent le site de Firkat, dans le nord du Jutland danois, près de la ville de Hobro, un ancien établissement viking circulaire daté de la fin du Xe siècle. 30 tombes sont exhumées autour du site. La plupart contiennent des guerriers, des artisans, des femmes ordinaires. Mais une tombe se distingue immédiatement. La tombe numéro 4, une femme, enterrée avec une richesse exceptionnelle. Un costume en soie bleue et rouge, des bijoux en argent et en bronze, un collier de perles d'ambre et de verre. Ces matériaux, la soie, l'ambre de la Baltique, le verre importé, indiquent une femme de statut très élevé, pas une épouse de guerrier, quelqu'un d'une importance sociale propre. Dans la tombe, les archéologues trouvent également un petit bâton de bois, un symbole de la Völva, la prophétesse, la cérès de la tradition nordique. Une femme qui pratiquait le seidr, la magie chamanique. Et dans un petit sac de cuir posé près de son corps, il trouve des graines noires, petites, légèrement aplaties. La jusquiame noire, Ioschiamus niger. La jusquiame noire n'est pas une plante ordinaire. Elle est toxique à doses élevées. Elle est psychoactive à doses contrôlées. Et elle est utilisée dans les rituels et la médecine depuis l'âge de bronze à travers toute l'Europe. Des analyses polliniques de sites archéologiques scandinaves ont identifié la présence de jusquiame cultivée ou collectée délibérément. Ce n'était pas une plante sauvage ramassée par hasard. Une Völva enterrée avec des graines de jusquiame dans sa tombe rituelle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une indication de fonction. Elle distribuait cette plante. Elle en était la gardienne. La connexion avec les berserkers est d'abord indirecte. Les berserkers étaient les guerriers d'Oda. La Völva était la prêtresse qui servait d'intermédiaire avec le monde des dieux. Si les berserkers consommaient une substance avant la bataille, dans le cadre d'un rituel, c'est précisément le rôle d'une Völva de préparer et d'administrer cette substance. La tombe de Firkat ne prouve pas que les berserkers consommaient de la jusquiame, mais elle place la plante exactement là où elle aurait dû être si c'était le cas. C'est en 2019 que l'ethnobotaniste slovène Karsten Fatur, de l'université de Ljubljana, rassemble toutes ces pièces dans une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology. Son article s'appelle « Sagas of the Solanaceae, Speculative Ethnobotanical Perspectives on the Norse Berserkers ». Il compare méthodiquement les symptômes décrits dans les sagas avec les effets pharmacologiques connus de la jusquiame. La correspondance est troublante. Rougissement et gonflement du visage, symptômes documentés de la jusquiame. Agitation et rage incontrôlable, documentés. Insensibilité à la douleur, documenté. Incapacité à reconnaître les visages, un effet spécifique de la famille des Solanacées sur la perception visuelle. C'est pourquoi les berserkers attaquaient leurs propres alliés. Pas de la folie, de la chimie. Retrait des vêtements pendant l'épisode, documenté dans les cas modernes d'intoxication aux anticholinergiques, la classe de composés à laquelle appartient la jusquiame. Et l'effondrement post-combat de plusieurs jours, la jusquiame laisse une gueule de bois neurologique de 2 à 3 jours, avec brouillard mental, maux de tête sévères et amnésie partielle de l'épisode. Fatur précise lui-même: « Je n'appellerai pas ça une preuve, c'est une théorie. Mais c'est une théorie qui correspond très étroitement aux sources historiques, et nous avons des preuves chimiques, médicales et archéologiques pour l'étayer. Comprendre la jusquiame noire, c'est comprendre ce que les berserkers vivaient de l'intérieur. Et c'est l'une des choses les plus étranges
que la pharmacologie historique ait jamais documentée. La Jusquiame appartient à la famille des Solanacées. Ses principes actifs sont la scopolamine et l'iosquiamine, deux alcaloïdes anticholinergiques. Ce que ça signifie concrètement, il bloque l'acétylcholine dans le cerveau. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui régule entre autres la mémoire à court terme, la reconnaissance des visages et la modulation de l'agressivité. Quand elle est bloquée, tout cela s'effondre simultanément. Premier effet, la dilatation des pupilles. Les yeux du berserker s'ouvrent à leur maximum. Plus de lumière entre. Le monde devient plus intense, plus saturé, plus menaçant. Deuxième effet, le dessèchement des muqueuses. La bouche, la gorge, les yeux s'assèchent. La soif devient intense, ce qui explique peut-être partiellement le comportement de morsure des boucliers, une tentative d'humidification. Troisième effet, la vasodilatation périphérique. Le sang se redistribue vers la peau. Le visage enfle et rougit. La température corporelle monte. Le berserker brûle de l'intérieur. Quatrième effet, la désinhibition totale. Les freins sociaux disparaissent. La peur est chimiquement supprimée. La douleur est réduite à un signal lointain que le cerveau ne traite plus normalement. Cinquième effet, le plus dévastateur tactiquement, la prosopagnosie induite. L'incapacité à reconnaître les visages. Pour un berserker sous Jusquiame, tous les humains autour de lui sont des formes indifférenciées. C'est pourquoi les chefs vikings plaçaient les berserkers en tête de ligne et les retiraient dès que les lignes ennemies étaient rompues. Pas par sentiment, par nécessité tactique pure. La Jusquiame ne rend pas plus fort physiquement, mais elle supprime la limite psychologique qui empêche un être humain normal de continuer à se battre quand il est blessé et épuisé. Un guerrier ordinaire ressent la douleur d'une entaille au bras et hésite. Un berserker sous anticholinergique reçoit le signal douleur, mais ne le traite pas comme un signal d'arrêt. Il continue. C'est l'immunité offerte des sagas. Pas de la magie. Pas un mensonge des chroniqueurs. Une description phénoménologique précise d'un état neurologique réel. Karsten Fatour note également un autre effet documenté dans les cas modernes d'intoxication à la Jusquiame. La perte de pression artérielle dans les capillaires périphériques. Concrètement, quand un berserker recevait une entaille au bras ou à la jambe, il saignait moins que prévu. Les capillaires sous-cutanés étaient contractés par l'effet pharmacologique, ce qui renforçait l'impression d'invulnérabilité aux observateurs. L'élément que Fatour ne peut pas expliquer par la Jusquiame, le claquement de dents et la morsure des boucliers. Ces comportements restent pharmacologiquement orphelins pour l'instant. Sa réponse est honnête. Il peut y avoir eu une combinaison de facteurs. La chimie de la plante interagissait probablement avec des rituels psychologiques d'induction de transe que nous ne pouvons plus observer. Un autre élément en faveur de la Jusquiame sur l'amanite, la disponibilité géographique. La Jusquiame noire pousse naturellement dans toute la Scandinavie. L'amanite tumouche est beaucoup moins répandue dans les zones côtières vikings. Et la Jusquiame avait déjà été ajoutée aux bières médiévales à travers l'Europe du Nord pour ses effets psychoactifs, jusqu'à ce que les autorités allemandes l'interdisent formellement en 1507. Ce n'était pas une substance marginale ou secrète, c'était une plante connue, utilisée, dont les effets étaient documentés empiriquement depuis des siècles par les guérisseurs, les prêtresses et les brasseurs. La connexion avec les rituels d'Odin est également cohérente. Odin lui-même est associé dans la mythologie nordique à la fureur de combat, au seidre chamanique et aux états de conscience altérés. Les berserkers n'étaient peut-être pas simplement des soldats dopés, ils étaient peut-être les participants à un rituel religieux qui avait une fonction militaire. La frontière entre le sacré et le tactique était inexistante. Dans la saga de Rolf Kraki, les aspirants berserkers devaient ritualiser la mort de l'ours, boire son sang, absorber sa force. Une initiation en plusieurs étapes, pas une simple prise de drogue. L'état berserker était peut-être le résultat d'une combinaison, préparation rituelle longue, état de transe induit par des danses et des chants, puis activation chimique par la plante au moment du combat. Ce cocktail neurologique et rituel produisait quelque chose qu'aucune des composantes seules ne pouvait produire. Une dissociation totale couplée à une orientation vers la violence. Les armées modernes ont cherché la même chose pendant des siècles.
des soldats qui ne ressentent pas la peur, qui ne s'arrêtent pas quand ils sont blessés, qui ne calculent pas le risque. La différence entre un berserker du 9e siècle et les programmes de conditionnement militaire du 20e siècle est une question de méthode, pas d'objectif. Ce qui est perturbant dans cette réalité, c'est qu'elle fonctionne. Lors de la bataille de Hafrsfjord, les berserkers d'Harald ont contribué à une victoire décisive qui unifia la Norvège pour la première fois. Un outil brutal, imprécis, dangereux pour sa propre armée et pourtant suffisamment efficace pour que les rois vikings l'utilisent pendant plus de 2 siècles. Mais les berserkers ne vivaient pas seulement dans les batailles. Ils existaient dans la société viking entre les guerres. Et c'est là que leur histoire devient vraiment complexe. Dans les sagas de l'ère des rois, les berserkers apparaissent régulièrement comme des figures ambivalentes, redoutés, utilisés, mais aussi craints par ceux qui les employaient. Un berserker pouvait légalement défier n'importe quel homme au combat singulier pour lui prendre sa femme, ses terres, ses biens. Et les hommes ordinaires avaient peu de recours. Les sagas décrivent de nombreux cas où des berserkers terrorisaient des communautés entières en temps de paix, exigeant des femmes ou des tribus sous menace de combat. Ce comportement créait une tension sociale fondamentale. Des hommes utiles à la guerre devenaient des menaces en temps de paix. Le même trait qui les rendait précieux les rendait incontrôlables. Dans la Vatsdela saga, un groupe de 12 berserkers débarque dans une région norvégienne et commence à terroriser la population locale, jusqu'à ce qu'un héros local les affronte et les tue. Ce type de récit est récurrent. Le héros ordinaire qui triomphe du berserker. Ce n'est pas du hasard littéraire, c'est un reflet de la tension sociale réelle entre ces guerriers et la communauté. Il existe une distinction importante dans les sagas entre les berserkers civilisés, au service d'un roi, intégrés dans une structure hiérarchique, et les berserkers sauvages, sans seigneur ni obéissance. Les premiers étaient des ascètes militaires, les seconds étaient des hors-la-loi fonctionnels. Et la ligne entre les deux était souvent très mince, car l'État berserk lui-même ne respectait aucune hiérarchie. Après la conversion au christianisme de la Scandinavie, l'image des berserkers changea profondément et rapidement. D'élites guerrières honorées dédiées à Odin, ils devinrent des criminels, des possédés, des ennemis de l'ordre social. Ce n'est pas une coïncidence. Le christianisme avait besoin de discréditer les institutions religieuses de l'ancienne foi. Et les berserkers étaient l'une des plus visibles d'entre elles. Les sagas islandaises, écrites après la christianisation, présentent systématiquement les berserkers sous un jour négatif. Des meurtriers, des violeurs, des brutes sans honneur. Mais ces mêmes sagas les décrivent aussi comme ayant été respectés et craints. La tension entre les deux images dit quelque chose sur la réalité qu'elles essaient de recouvrir. En 1015, le Jarl Eirik Hakonarsson de Norvège met les berserkers officiellement hors la loi. C'est la première criminalisation explicite documentée de cet État. Le code de loi islandais médiéval, Gragas, va plus loin. Il spécifie que pratiquer le berserksgang, entrer délibérément dans l'état berserk, est passible du bannissement. La loi ne dit pas que les berserkers n'existent pas, elle dit qu'ils existent et qu'ils sont désormais criminels. C'est une reconnaissance légale de leur réalité doublée d'une condamnation sociale. Par le XIIe siècle, les bandes de berserkers organisées ont disparu de Scandinavie. En 2 générations à peine, une institution vieille de plusieurs siècles s'efface des registres historiques. Mais pas de la mémoire, et pas de l'art, car les berserkers ont laissé une trace physique que vous pouvez voir aujourd'hui dans un musée à Londres et à Édimbourg. En 1831, sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures d'Écosse, un paysan découvre un coffre de pierre dans les dunes côtières. À l'intérieur, 93 pièces d'échecs. Ces pièces, les chessmen de Lewis, sont sculptées dans l'ivoire de Morse et la dent de baleine. Elles datent d'environ 1150 à 1200 après Jésus-Christ, d'origine probablement norvégienne. Parmi les pièces figurent des tours représentant des guerriers assis, les yeux écarquillés, mordant le bord de leur bouclier avec leurs dents, une expression figée de rage et de dissociation. Ces tours sont des berserkers. Dans un jeu de stratégie, les hommes qui concevaient ce jeu 2 siècles après l'interdiction officielle des berserkers utilisaient encore leur image comme symbole de puissance brute. Ces figurines en ivoire sont aujourd'hui au British Museum à Londres et au National Museum of Scotland à Édimbourg. Des berserkers dans des musées,
des guerriers d'Odin sous vitrine. Ils représentent peut-être la première trace artistique d'un état de conscience altéré, induit chimiquement, dans l'histoire de l'art occidental. Sans le savoir, leurs sculpteurs documentaient de la pharmacologie. L'autre trace physique est linguistique. Berserk voyage du vieux norrois au moyen anglais, puis à l'anglais moderne, puis à toutes les langues qu'il emprunte. Le mot survit à la religion qui l'a produit, aux lois qui l'ont interdit, aux siècles qui l'ont oublié. C'est peut-être la forme de survie la plus tenace qu'un être humain puisse laisser derrière lui. Quand tu dis « il est complètement berserk », tu invoques sans le savoir un guerrier du IXe siècle qui tremblait sur un rivage norvégien avant d'entrer dans un état que la science ne comprend toujours pas entièrement. Et maintenant, la question qui n'a pas encore de réponse définitive. Est-ce que ça existait vraiment? Ou les sagas exagèrent-elles? C'est la question honnête. Les sagas sont de la littérature. Snorri Sturluson écrit 200 ans après les faits. Peut-on vraiment leur faire confiance? La réponse est nuancée. Et cette nuance est plus intéressante que n'importe quelle certitude. Les preuves archéologiques directes des berserkers sont rares. Pas de tombe estampillée berserker, pas d'équipement spécifique identifiable avec certitude. Mais des indices convergents. Les plaques de Torslunda, trouvées en Suède en 1870, datées du 6e au 8e siècle, montrent un guerrier à tête de loup combattant aux côtés d'un personnage interprété comme Odin. C'est la représentation la plus ancienne d'un possible Ulfhédin. Le chaudron de Gundestrup, trouvé dans un tourbière du Jutland danois en 1891, présente des guerriers en transformation animale datés de 200 avant Jésus-Christ à 300 après Jésus-Christ. Le phénomène du guerrier animal précède le viking de 1000 ans. Les cornes d'or de Galéus, datés d'environ 400 après Jésus-Christ, montrent des figures semi-nues brandissant des armes et portant des casques à cornes. 2 de ces figures portent des casques à cornes, une iconographie pré-viking du guerrier hors norme. Des amulettes et des sculptures représentant des figures en peau d'animaux ont été trouvées sur de nombreux sites vikings. Ces objets votifs suggèrent que le culte du guerrier animal avait une réalité matérielle, pas seulement littéraire. La tapisserie d'Oseberg, découverte en 1903 dans le célèbre tumulus funéraire norvégien daté du IXe siècle, contient des représentations de guerriers en costume d'animaux lors de processions rituelles. Le tumulus d'Oseberg lui-même a livré des graines de cannabis dans une bourse appartenant à une vieille femme, ce qui confirme l'utilisation de substances psychoactives dans les contextes rituels vikings, même si ce n'est pas la jusquiam. La tombe de Firkat, avec ses graines de jusquiam dans la bourse de la vulva, reste la preuve la plus directement pertinente. Elle place la plante dans les mains d'une personne dont la fonction était de gérer les rituels. Un compte-rendu byzantin de bataille contre les Russes vikings mentionne un commandant ennemi qui combattait avec une férocité proche de la folie. Les observateurs byzantins n'inventaient pas, ils décrivaient ce qu'ils voyaient. Et le poème Haraldskvédi, de 900 après Jésus-Christ, n'est pas une saga tardive. C'est un document contemporain, composé du vivant de guerriers qui avaient peut-être combattu aux côtés des berserkers de Harald. Ce que l'archéologie ne peut pas confirmer, c'est la pharmacologie. Aucune analyse de résidus sur des objets vikings n'a jamais détecté de jusquiam directement lié à des pratiques de combat. Fatur lui-même le reconnaît dans son article. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude si c'est factuel ou non, mais c'est une théorie qui correspond très étroitement aux enregistrements historiques. La critique principale de la théorie Fatur vient de la chercheuse Anne-Lynn Cole, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle d'Oslo, qui étudie l'utilisation des plantes à l'ère viking. Cole pense que des vikings, sous l'influence d'une substance aussi déstabilisante que la jusquiam, n'auraient jamais pu réussir militairement à long terme. Un argument pratique solide. Sa contre-proposition, les berserkers utilisaient des rituels psychologiques d'auto-induction de transe, sans substance. Et les sagas ont amplifié leur capacité au fil des générations de récits oraux. Les 2 théories ne s'excluent pas nécessairement. Un rituel psychologique puissant, combiné à une aide chimique modérée, n'est pas incohérent. La frontière entre les deux est floue en pratique. Ce débat en cours entre spécialistes est en lui-même révélateur. Les berserkers ne sont pas du folklore mort. Ils sont un objet d'étude scientifique actif au XXIe siècle. En 2066, il est possible que des techniques d'analyse de résidus biologiques non encore inventées
permettent de tester directement les os de guerriers vikings pour des traces d'alcaloïdes. Pour l'instant, nous avons les sagas, l'archéologie, la pharmacologie et la convergence de 3 types de preuves indépendantes qui pointent toutes dans la même direction sans se rejoindre tout à fait. Ce qui est certain, des hommes existaient dans la société scandinave du 9e au 11e siècle qui étaient capables d'entrer dans des états de dissociation combative que leur entourage ne pouvait pas reproduire. Ces hommes étaient suffisamment réels pour être intégrés dans des structures militaires, suffisamment dangereux pour être mis hors la loi et suffisamment culturellement puissants pour traverser 1000 ans de langue. Ce qui reste incertain, la mécanique exacte de leur état. Et peut-être que cette incertitude fait partie de ce qui les rend fascinants. Parce qu'un mystère entièrement résolu cesse d'être un mystère. Et les Berserkers, à la frontière exacte entre l'histoire documentée et l'inexpliqué, habitent le lieu le plus inconfortable et le plus honnête de la connaissance humaine. Ni pure légende, ni certitude scientifique, quelque chose au milieu, dans la zone grise, où vivent la plupart des grandes questions sur le passé humain. Et c'est précisément dans cette zone grise que l'histoire est la plus vraie. Pas dans les certitudes des manuels scolaires, mais dans les questions que les archéologues posent encore en 2019 et en 2025. Reste une dernière question, pas sur ce qu'ils étaient, sur pourquoi ils ont disparu, et ce que cette disparition dit sur la société qui les a produits, puis rejetés. En l'espace d'un siècle, les berserkers passent du statut de guerriers d'élite sacrés à celui de criminels bannis. Ce n'est pas un accident, c'est une transformation sociale délibérée. La conversion de la Scandinavie au christianisme commence sérieusement à la fin du Xe siècle. La Norvège est officiellement christianisée sous Olaf Ier vers l'an 1000. L'Islande suit la même année. Le christianisme apporte avec lui une structure théologique incompatible avec les berserkers. La fureur de combat, comme don d'Odin, ne peut pas coexister avec l'ordre moral chrétien. Plus fondamentalement, le christianisme centralise l'autorité spirituelle dans le clergé. Une institution de guerriers prêtres dédiée à un dieu rival représentait une menace directe à cette centralisation. L'interdiction de 1015 par Eirik Hakonarson n'est pas seulement une mesure de sécurité publique contre des guerriers incontrôlables. C'est un acte politique et religieux dans un contexte de transition. Le code Gragas, qui criminalise le berserkgangr en Islande, s'inscrit dans le même mouvement. L'État islandais nouvellement christianisé redéfinit ce qui est légal et ce qui est criminel en termes religieux. Mais il y a probablement aussi une dimension pratique. Les sociétés scandinaves du XIe siècle évoluent vers des structures étatiques plus complexes, avec des armées permanentes, des lois codifiées, des hiérarchies militaires formalisées. Dans ce contexte, un guerrier qui ne distingue pas ses alliés de ses ennemis devient un problème logistique insurmontable. L'efficacité tactique des berserkers dépendait d'une utilisation très contrôlée dans des contextes très spécifiques. À mesure que les batailles devenaient plus complexes, plus longues, impliquant plus de coordination entre unités, la figure du berserker lâché en avant devenait un risque que les commandants ne pouvaient plus gérer. La disparition des berserkers n'est donc pas due à une seule cause. C'est la convergence d'une transformation religieuse, d'une évolution des structures étatiques et d'une obsolescence tactique progressive. Ce que les sagas tardives ne disent pas explicitement, mais que leur lecture attentive suggère, les berserkers ne disparaissent pas parce qu'ils cessent d'exister. Ils disparaissent parce qu'on cesse de les tolérer. La distinction est importante. Une société produit ce qu'elle valorise. La société viking du IXe siècle valorisait la fureur sacrée comme atout militaire. La société scandinave christianisée du XIe siècle ne le pouvait plus. Les hommes qui auraient été berserkers dans un autre siècle deviennent des hors-la-loi, des fous, des possédés dans le cadre interprétatif chrétien. Le même comportement, deux étiquettes différentes, deux destins différents. Il reste quelques mentions de berserkers dans les sources du XIIe siècle. Des individus isolés, pas des bandes organisées. Des vestiges d'une institution morte, pas une continuité. À la fin du XIIe siècle, les berserkers ont disparu de la réalité sociale scandinave. Ils survivent dans les sagas, dans les pièces d'échecs, dans la langue, mais comme institution vivante, ils sont morts. Ceux qui survivent le plus longtemps, c'est le mot. Berserk traverse le vieux norrois,
passe dans le moyen anglais au XIXe siècle, quand les études nordiques deviennent à la mode en Grande-Bretagne, et s'installe dans l'usage courant. La première attestation du mot berserk dans un texte anglais date de 1822 dans une note de bas de page d'un ouvrage de Walter Scott sur les antiquités nordiques. 202 ans plus tard, il est dans le dictionnaire de toutes les langues du monde. Un guerrier du IXe siècle qui tremblait sur un rivage norvégien sous l'effet de la jouskiam, ou de la transe, ou des deux, a donné son nom à un état que l'humanité entière reconnaît aujourd'hui. C'est une forme d'immortalité que personne n'a planifiée, et c'est peut-être la plus étrange de toutes. Voilà ce que nous savons avec certitude. Des hommes existaient. Ils entraient dans des états que leurs contemporains ne pouvaient pas reproduire. Ils étaient à la fois redoutés, utilisés et finalement bannis. Ce que nous ne savons pas avec certitude, la mécanique exacte de leur état, la dose exacte, le rituel exact, la vérité complète enfouie dans le sol danois et dans des textes écrits 2 siècles après les faits. Mais voilà ce qui est peut-être le plus troublant dans toute cette histoire. Les berserkers ne sont pas si lointains que ça. Les armées modernes ont investi des milliards dans des programmes qui cherchent essentiellement la même chose. Des soldats qui ne ressentent pas la peur, qui continuent à fonctionner sous la douleur, qui exécutent sans hésiter. Des amphétamines distribuées aux pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale, des programmes de conditionnement psychologique dans des armées contemporaines, des recherches sur la pharmacologie du courage. L'objectif est identique. Seule la méthode a changé. Et les résultats, effondrement post-combat, traumatisme, dissociation, ressemblent étrangement aux quelques jours d'incapacité totale décrits dans les sagas. Les berserkers ne sont pas une anomalie nordique médiévale exotique. Ils sont un miroir dans lequel chaque société guerrière se reflète, déformée mais reconnaissable. Ce qui a changé, c'est qu'on ne leur donne plus de peau d'ours, on ne les consacre plus à Odin, on ne leur donne plus de nom propre, on les envoie quand même. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur ces hommes, et peut-être un peu sur nous, un like suffit. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans leur histoire ?